à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire relatif à la maîtrise et à la surveillance de la qualité de l'air intérieur. Je me présente, Marion Campion, conseillère en développement durable et santé au sein de l'agence Primum Non Nocere, agence d'accompagnement et de conseil en développement durable. Les objectifs de cette présentation sont au nombre de 4, à savoir comprendre les risques pour la santé d'une mauvaise qualité de l'air intérieur, connaître les lois et les textes de référence sur cette thématique, être capable d'identifier les sources potentielles d'une mauvaise qualité de l'air, et enfin, appliquer les éco-gestes. Nous commençons par les risques. Il faut savoir que nous passons en moyenne entre 70 et 80% de notre temps dans un espace clos, que ce soit à la maison, au travail, à l'école pour les enfants ou encore dans les transports. Or, l'air de ces espaces clos serait 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur, qui peut être déjà bien pollué. Cette pollution est due aux nombreuses substances qui peuvent émaner de notre activité. Le tabac, l'utilisation de produits, ou encore qui peuvent émaner du mobilier et de la décoration, ou encore des matériaux de construction comme la peinture. Et ces polluants, que l'on va donc respirer, peuvent avoir plus ou moins, en fonction de leur nature, d'impact sur notre santé. La qualité de l'air influe donc notre confort et notre santé au quotidien. Quels sont les polluants de l'air intérieur ? Eh bien, ils sont classés en fonction de leur nature. On en distingue 3 types, à savoir les polluants chimiques, qui sont également appelés les COV, les composés organiques volatiles, et les COSV, composés organiques semi-volatiles, comme par exemple le butène, le benzène. Les polluants biologiques, c'est-à-dire les virus, les bactéries, les acariens, la moisissure ou les poils d'animaux. Et enfin, la dernière classe, les polluants physiques, comme le radon, l'amiante ou les champs électromagnétiques. Au cours de cette présentation, nous allons spécifiquement nous attarder sur les polluants chimiques. Un petit point chiffre avant de continuer sur les effets sur la santé qui peuvent être causés par une mauvaise qualité de l'air intérieur. On estime en France qu'il y a environ 3,5 millions d'asthmatiques, dont 9% sont d'origine professionnelle, 50 000 personnes touchées par une insuffisance respiratoire, 25% de personnes allergiques. Il faut savoir que ce taux a doublé en à peu près 20 ans et que le coût de la mauvaise qualité de l'air intérieur est estimé à 10 à 40 milliards d'euros par an. Sur ces 10 à 40 milliards d'euros par an, 1 milliard d'euros correspond uniquement au remboursement des médicaments anti-asthmatiques. On voit donc que les enjeux sanitaires, mais aussi économiques, liés à la qualité de l'air intérieur, sont très importants. Au niveau des effets, les problèmes de santé liés à la QAI peuvent se manifester de différentes manières. Nous avons les effets à court terme, qui sont souvent dus à une exposition à une forte dose et qui surviennent dans des délais très brefs, voire immédiats après l'exposition. Ils peuvent se traduire par des irritations de la peau, des muqueuses ou de l'appareil respiratoire, des nausées, des céphalées, des réactions inflammatoires, des infections, des symptômes cardiovasculaires ou des intoxications mortelles ou invalidantes. Et les effets à long terme, qui sont souvent rattachés à des expositions répétées à petite dose et qui peuvent apparaître au bout de quelques années, comme des problèmes allergiques, des symptômes respiratoires ou neurologiques ou des cancers. En effet, certains polluants sont des cancérogènes avérés ou probables. Les personnes à risque, l'ensemble de la population est concernée par les risques sanitaires d'une mauvaise qualité de l'air intérieur, mais certaines populations sont plus vulnérables que d'autres. Il s'agit des enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées, mais également des personnes qui présentent déjà des allergies, des maladies respiratoires, de l'asthme
ou qui prennent des traitements médicaux permanents, comme les diabétiques ou encore les immunodéprimés. Mais les polluants de l'environnement n'ont pas seulement des effets sur la santé, mais également des impacts sur l'environnement. Ces polluants permettraient l'augmentation d'ozone dans l'air, ce qui aurait un effet néfaste sur la végétation et accélérerait la dégradation de matériaux, mais provoque aussi un effet de serre additionnel par réaction chimique, c'est-à-dire qu'il participe au réchauffement climatique. Que dit la loi par rapport à ces polluants qui contaminent l'air intérieur? Au niveau de la loi, la qualité des atmosphères de travail est régie par les dispositions des articles R4211-1 et suivants du Code du travail qui déterminent les obligations lors de la conception d'un bâtiment. Ces obligations dépendent du maître d'ouvrage et les obligations de l'utilisation du bâtiment qui sont de la responsabilité de l'employeur. Je ne m'attarderai pas sur ces articles, mais en gros, ils déterminent les débits minimaux d'air neuf qui doivent être injectés en fonction du type de la pièce et du nombre de personnes présentes. Nous allons surtout évoquer le décret que vous avez sous les yeux, le décret numéro 2011-1728, qui impose une surveillance de la qualité de l'air intérieur pour certains ERP, c'est-à-dire les établissements recevant du public, et spécifiquement ceux qui accueillent des populations sensibles. Que dit ce décret? Ce décret impose d'évaluer les moyens d'aération. Vous avez en pièce jointe un rapport type qui précise la méthodologie qui doit être appliquée pour cette évaluation. Elle impose également de réaliser une campagne de mesure sur les COV, les composés organiques volatiles totaux, le formaldéhyde, le benzène et le CO2. Cette campagne de mesure doit être faite par une entreprise agréée. Vous avez également la liste COFRAC en pièces jointes pour vous permettre d'identifier les entreprises qui peuvent réaliser cette campagne. Mais vous n'êtes pas obligé de faire cette campagne de mesure. Vous pouvez également mener un autodiagnostic et vous trouverez la grille type en pièces jointes. Et enfin, la troisième obligation est de mettre en place un plan d'action et de prévention des polluants suite à l'évaluation des moyens d'aération, la réalisation de la campagne de mesure ou la réalisation d'un autodiagnostic. Le propriétaire ou l'exploitant doit assurer ces éléments à ses frais et tous les 7 ans. Sinon, il peut y avoir une sanction de 1 500 €. Si vous voulez plus de renseignements sur les modalités de cette surveillance de la qualité de l'air intérieur, je vous invite à regarder l'arrêté du 1er juin 2016. Une précision sur les établissements recevant du public qui sont dans l'obligation de réaliser cette surveillance. Au 1er janvier 2018, il s'agissait des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans et des écoles maternelles et élémentaires. Au 1er janvier 2020, les établissements d'accueil de loisirs périscolaires et extrascolaires et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et second degré. Et au 1er janvier 2023, cette obligation concernera les structures sociales et médico-sociales et les structures de soins de longue durée rattachées aux établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif ou privés, les établissements sociaux et médico-sociaux suivants, établissements du service social de l'aide à l'enfance, établissements d'enseignement accueillant des enfants handicapés, établissements accueillant des enfants délinquants, établissements accueillant des personnes âgées, établissements, y compris les foyers d'accueil médicalisés, accueillant des personnes handicapées, les établissements à caractère expérimental, les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs, maisons d'arrêt ou établissements pour peine pour mineurs, et les établissements d'activité physique. D'autres textes non réglementaires évoquent la qualité de l'air intérieur, comme le PNSE 3, le Plan national santé-environnement, à savoir que le PNSE 4, encore en cours d'élaboration, établira la QAI comme un thème prioritaire emblématique. La qualité de l'air intérieur est aussi évoquée au niveau de la certification HAS avec le critère 7B
qui impose de définir et mettre en place une organisation pour maintenir une bonne qualité de l'air intérieur. Vous pouvez aussi trouver de la documentation informative sur les sites de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur et de l'ANSES. Quelles sont les sources de pollution? On distingue 5 sources potentielles de pollution. Celles liées aux occupants et aux activités, celles liées aux équipements, celles liées à l'environnement extérieur, les pollutions spécifiques et la pollution liée aux matériaux et ameublement. Les activités humaines peuvent être de différentes sources. Ça peut être l'utilisation de produits de nettoyage et d'entretien, l'utilisation de pesticides, s'il y a des animaux ou non, les produits de soins personnels, par exemple, l'équipement et l'état général du bâtiment. Cette pollution va dépendre des caractéristiques de construction, de l'humidité, de la poussière, de la présence d'insectes. La pollution liée aux environnements extérieurs, par exemple, s'il y a de l'épandage à proximité. Les pollutions spécifiques qu'on va retrouver plus dans les laboratoires scientifiques et qui sont liées à l'utilisation de produits particuliers et à des tâches particulières. Et enfin, la dernière source, les matériaux et ameublements. Est-ce que les matériaux sont neufs ou anciens? Est-ce qu'on réalise des travaux de rénovation par exemple? Nous allons surtout parler des sources liées à l'activité humaine, aux matériaux et ameublements et aux équipements. Nous allons également voir par la suite les moyens de prévention qui peuvent être menés. Je vous ai précisé ici quelques polluants qui peuvent exister. Donc, comme je le disais, l'utilisation de détergents et de solvants qui peuvent dégager du formaldéhyde, du xylène, du trichloroéthylène, les meubles qui peuvent émettre du formaldéhyde ou du PCP, les plastiques qui émettent du benzène, les peintures, les moquettes, le tabac, les colles et les adhésifs. Ce sont quelques exemples de polluants que nous retrouvons absolument partout, que ce soit sur notre lieu de travail, mais aussi à notre domicile. Vous trouverez sur cette diapo des exemples de mesures de composés organiques volatiles totaux qui sont pratiqués avec un petit appareil qui est un RAE qui coûte environ 6 000 €. Cet appareil a l'avantage de lire de façon immédiate une concentration dans l'air des composés organiques volatiles totaux. Par contre, ce n'est pas avec cet appareil que vous pourrez déterminer quel type de polluant est en présence. Mais il vous permettra d'avoir une vision globale de la qualité de l'air intérieur d'une pièce. 3 niveaux sont distingués. Le niveau 1, moins de 300 microgrammes par mètre cube, c'est le niveau idéal, il n'y a pas d'impact sur la santé. Le niveau 2, entre 300 et 1000 microgrammes par mètre cube, il n'y a pas d'impact sanitaire particulier, mais il est recommandé d'augmenter la ventilation. Le niveau 3, quelques impacts. Il y a une tolérance sur 12 mois, mais par contre, sur ces 12 mois, il faudra rechercher les sources et augmenter la ventilation. Et le niveau 4, de 3000 à 10 000 microgrammes par mètre cube, où il y a des impacts majeurs. Donc, on va tolérer cette concentration sur à peu près 1 mois. Mais comme pour le niveau 3, il va falloir identifier les sources et augmenter la ventilation. Donc, on voit sur ces photos plusieurs sources de composés organiques volatiles. Bien, vous avez le stockage de produits d'entretien, vous avez un chariot de ménage et vous avez la décontamination de dispositifs médicaux, donc avec l'utilisation d'un produit spécifique. Ces différents exemples montrent les différentes sources de polluants de la qualité de l'air intérieur. Une fois qu'on a identifié les sources, quels peuvent être les éco-gestes qui vous permettront d'améliorer la qualité de l'air intérieur? Première étape, c'est d'être attentif lors des achats, notamment pour les matériaux de construction, les peintures, les revêtements et les isolants. Vous pouvez vous fier à l'indice A+, qui vous précise pour
qui vous assure pour ces différents matériaux une faible émission dans l'air. Attention, cet indice est déclaratif. Il peut y avoir de temps en temps des contrôles par un organisme extérieur, mais il s'agit juste de vérifier l'adéquation entre l'étiquette et la réalité. Vous avez d'autres labels également qui peuvent vous assurer de faibles émissions. C'est l'écolabel européen, le label NF Environnement, le label Zéro Colle ou encore le label Nature Plus. Être attentif également lors des achats pour les produits d'entretien. Donc, il faut privilégier les produits qui ne présentent pas ces 3 pictogrammes ici. Donc, le pictogramme de toxicité, le pictogramme CMR, cancérigène, mutagène et reprotoxique. Et ce pictogramme ici, qui traduit toxicité et irritation. Cependant, nous vous conseillons d'aller plus loin et de ne pas seulement vous fier à la présence ou à l'absence de ces pictogrammes, mais d'étudier concrètement les fiches de données de sécurité, les FDS. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs composants. Les composants peuvent présenter ces pictogrammes-là, mais le produit final ne pas le présenter car les composants sont en trop faible concentration. Par contre, vous pourrez étudier de façon plus complète les pictogrammes liés aux composants à partir des fiches de données de sécurité. Et nous vous conseillons d'être particulièrement vigilants sur les produits qui présentent les phrases de risque de H340 à H361 relatifs au CMR, ainsi que les phrases de risque de H330 à H335 pour le pictogramme attention. Les phrases de risque H330 à H335 traduisent la toxicité ou la nocivité ou encore l'irritation possible au niveau des voies respiratoires. Et la phrase H334 indique la possibilité d'apparition de symptômes allergiques, comme l'asthme ou les difficultés respiratoires. Cette phrase de risque représente donc les effets à long terme vus sur la précédente diapositive. Pour les produits d'entretien, il s'agit aussi de supprimer les aérosols qui sont particulièrement volatiles, de privilégier les labels, écolabel européen et EcoCert, et pourquoi pas d'investir dans des équipements sans chimie comme la vapeur ou les autolaveuses. Pour le bâtiment, il faut être particulièrement vigilant sur son entretien, notamment au niveau des systèmes de ventilation. Il existe 2 systèmes, le naturel, c'est des entrées d'air neufs et des sorties d'air pollué, c'est les fameuses bouches d'aération. Et les systèmes de ventilation mécanique, où on a un renouvellement automatique et continu de l'air, c'est les VMC. Au niveau de ces équipements-là, il faut en assurer la maintenance, donc avoir un contrat avec une entreprise extérieure qui va assurer les actions de prévention et les actions curatives. Nettoyer également l'intérieur des tuyaux. Ça peut également être fait par une entreprise extérieure. Vérifier les débits d'air à une fréquence définie et nettoyer les bouches d'aération et les VMC. Pour vérifier les débits d'air, il y a une petite astuce. Il s'agit de prendre un petit morceau de sopalin et de le plaquer sur la bouche. Si le papier tient, ça veut dire qu'on a un débit d'air qui est satisfaisant. S'il ne tient pas, ça veut dire qu'il ne fonctionne pas. Et nettoyer les bouches d'aération et les VMC. Vous avez ici un exemple d'une VMC qui est sale et on se doute bien que l'aération va être freinée. Au niveau des débits d'air cités ici, il y a des indicateurs de performance de l'extraction. On considère qu'il y a une bonne extraction lorsque le débit se situe entre 15 et 50 mètres cubes par heure. Et enfin, il s'agit d'être vigilant lors de ces activités. Il est conseillé d'aérer 10 minutes par jour, en hiver comme en été.
Cela permet de renouveler l'air intérieur et de réduire la concentration des polluants. Par contre, ça ne permet pas de réduire la source. Donc, même en aérant, si la source n'est pas éliminée, on finira par remonter sur des concentrations de polluants qu'il y avait avant l'aération. Et enfin, c'est d'adapter l'aération à l'activité et aux locaux en fonction des tâches réalisées. Par exemple, si on fait le ménage dans la pièce, si on réalise des travaux de peinture, il faut penser à ouvrir. Et enfin, en fonction des locaux, on sait que les blanchisseries et les locaux de stockage peuvent présenter des concentrations en composés organiques volatiles plus importantes qu'un bureau, par exemple. Je vous remercie pour votre attention et vous invite à suivre nos autres webinaires.